Alors, bonjour Jacques, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui sont là? Et puis, on va pouvoir commencer de parler sur la maladie de Parkinson et la prise en charge au niveau ayurvédique. Ok, bon ben, bonsoir tout le monde. Moi c'est Jacques, hein. Je suis content d'être ici sur l'invitation de Chantal, de manière à pouvoir partager et que tout le monde puisse profiter un petit peu de tous ces échanges qui, j'espère, seront très positifs pour les uns comme pour les autres. Alors, moi, j'exerce sur Villefranche-sur-Saône, hein, c'est à peu près à 30-35 km de Lyon depuis, pareil, une quinzaine d'années maintenant. Voilà, j'ai mon cabinet, je suis en auto-entrepreneur et puis je suis à plein temps, hein, je ne fais que ça. J'organise parallèlement aussi des formations et des événements toujours autour de l'Ayurveda. Voilà, que ce soit des cures de Panchakarma, que ce soit des Purvakarma, des cures détox, des choses comme ça. Dans les formations, c'est plutôt la Marma. C'est également la prise de pouls, Nadi Pariksha. Et puis, depuis peu, il y en a une qui va commencer la semaine prochaine. C'est une formation de 3 pratiques bien spécifiques qui est le Karnapurna, le Agni Karma et Netra Basti. Voilà, les 3 ensemble en 3 jours, une par jour, hein, parce que c'est des pratiques quand même assez simples. Voilà, ça c'est parti pour cette fin d'année, puis on aura encore l'année prochaine. Donc voilà en gros. Ce soir, ce sera la maladie de Parkinson, hein, qui fait partie des maladies, on peut dire, du XXe siècle, qui se développent. En tout cas, les statistiques le montrent, puisque ça touche à peu près 150 000 personnes par an en France. Euh, et, et que cette tendance est plutôt à la hausse. C'est ça, Voilà le sujet du soir. c'est ça. Et donc, on va donc. Alors, moi, je me présente, je suis Chantal Delanoë, infirmière et thérapeute en Ayurveda depuis 15 ans. Et j'ai arrêté mon boulot d'infirmière parce que, au vu des conditions actuelles, c'est très difficile de travailler. Déjà, il y a 15 ans, c'était déjà le cas. Mais alors, d'autant plus en ce moment. Donc, du coup, il y a 15 ans, je me suis mis à l'Ayurveda et je suis thérapeute depuis 2012. J'ai créé mon centre ayurvédique à Rennes qui s'appelle le Ganesha. Et cet été, j'ai eu l'idée de créer ce groupe pour permettre aux gens d'accéder à l'Ayurveda d'accéder à l'Ayurveda et puis d'accéder à la pratique de l'Ayurveda pour éviter justement de nombreux problèmes et donner des conseils au niveau de la prévention des différentes pathologies. Et l'idée m'est venue justement de créer des lives et d'inviter différents thérapeutes pour pouvoir parler soit de maladies particulières, soit de conseils par rapport à la saison ou par rapport à ce qu'on traverse sur le moment. Donc, tous les mercredis soirs à 20h, vous avez rendez-vous via Zoom pour qu'on puisse en discuter. Et donc, j'enregistre à chaque fois les lives. Je demande à chacun et à chacune d'éteindre leur vidéo et leur audio. Et à la fin, en fait, ça se déroule en 3 parties. Donc, il y a cette partie de présentation mutuelle. Et ensuite, une partie où on va parler de la maladie en particulier, des signes, des traitements au niveau de l'allopathie et ensuite ce qu'en pense l'Ayurveda. Et à la fin, il va y avoir un moment de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez déjà, dès le départ, poser vos questions dans le chat et ensuite je les reprendrai pour pouvoir en parler ou alors vous attendez à la fin pour pouvoir prendre la parole en faisant une petite réaction. En bas, vous avez la possibilité de cliquer sur réaction et de faire lever la main pour, comme vous souhaitez, justement intervenir. Et donc, je vous donnerai la possibilité d'intervenir oralement si vous le souhaitez. Sinon, il y a le chat. Voilà.
Et si vous souhaitez éventuellement même être visible, c'est tout à fait possible en activant l'audio et la vidéo. C'est vous qui voyez, mais vous serez du coup sur l'enregistrement. Donc, c'est vous qui voyez et c'est vous qui gérez tout ça. Voilà, donc là, on va partir, donc on va parler de la maladie de Parkinson. Je vais donner une définition. Jacques donnera les différents symptômes de la maladie. Et ensuite, je parlerai aussi des différents facteurs de la maladie de Parkinson. Et on parlera justement de comment on traite la maladie de Parkinson au niveau allopathique. Et ensuite, je laisserai la parole à Jacques pour qu'il nous en parle du point de vue ayurvédique. Et puis après, il y aura le moment de questions-réponses. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc là, la maladie de Parkinson, c'est une maladie donc une maladie dégénérative, neurodégénérative, puisque ça atteint en fait les neurones qu'on appelle spécifiques, qu'on appelle à dopamine, qui se trouvent dans la substance noire du cerveau. Donc en fait, c'est dans les noyaux gris centraux qui se trouvent au milieu du cerveau. Et ces neurones sont impliqués dans le contrôle des mouvements. Et du coup, ça génère pas mal de problèmes et de symptômes. Donc, Jacques, est-ce que tu peux nous parler justement des symptômes, des signes, du diagnostic et de l'évolution de la maladie de Parkinson? Oui, alors c'est simple. Bon, d'abord, il faut savoir que la cause n'est pas réellement connue, hein. Ce qu'on sait, c'est que les cellules qui produisent la dopamine donc, se détériorent et meurent au fil du temps. Donc la dopamine, comme tu l'expliquais, hein, c'est un produit chimique qui permet aux cellules des nerfs de communiquer entre elles, hein. Cette transmission qui se fait par des signaux électriques qui viennent du cerveau et vont vers les différents mouvements du corps pour les coordonner. Lorsque ces signaux sont perturbés, par X raison, on va y venir tout à l'heure, l'information ne passe plus et cette impulsion étant perturbée, eh bien, le pont qui se forme entre chaque cellule nerveuse étant donc brisé, l'information ne passe plus, et bien vos mouvements deviennent désordonnés, incohérents. Ça, c'est un stade plutôt ultime, mais au départ, ça se perçoit par des tremblements. Des tremblements au niveau des membres, ça peut être les mains, ça peut être les pieds, ça peut être la jambe. C'est une question d'évolution. Chaque personne va réagir un petit peu à sa façon. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, cette pathologie-là ne se guérit pas. Par contre, on peut l'atténuer, on peut ralentir ses effets, on peut même voir les stopper, mais en guérir, à partir du moment où vous êtes dans un stade déjà bien avancé, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore des molécules, qu'elles soient naturelles ou de synthèse, qui y arrivent. Cela étant, son évolution est très lente. Son évolution, on n'en meurt pas déjà, donc ça c'est bon à savoir. Si on en meurt, c'est plus par les effets collatéraux générés par la maladie. Mais la maladie de Parkinson, elle évolue sur 10 ans, sur 20 ans, voire parfois plus. Après, ce qui est plus gênant, c'est qu'on assiste quand même au fil du temps à un délabrement un peu du corps physique, et par conséquent, le corps psychique, lui aussi, il en prend un coup. Lorsque tu parlais tout à l'heure des effets que ça peut avoir, des symptômes, il y a parallèlement à l'aspect physique, il y a aussi la dépression, il y a les maladies nerveuses qui en découlent, vu qu'on ne se supporte plus, vu qu'on se trouve plutôt handicapé quelque part, hein, par ces tremblements, cette mécanique qui ne fonctionne plus, les difficultés à boire, à manger, voire à tenir ne serait-ce qu'une fourchette, etc. Tout ça, c'est très handicapant. Voilà pour rapidement brosser le schéma de ce qu'est cette maladie du système nerveux.
Vous comprenez donc bien, du point de vue de l'Ayurveda, on est plus proche de Vata que de Kapha. C'est sûr. C'est sûr, effectivement. Donc, du coup, en faisant mes petites recherches par rapport à cette maladie, j'ai vu qu'effectivement, on ne peut pas, au niveau de l'allopathie en tout cas, guérir de cette maladie, puisque cette maladie, c'est une dégénérescence. Donc, du coup, en fait, c'est les molécules, les tissus qui vont se dégénérer. Et là, au niveau ayurvédique, on est vraiment dans une altération des tissus profonds. Maintenant, on ne peut pas en guérir, mais on fait effectivement en allopathie, il y a des compléments alimentaires riches en dopamine qui peuvent justement être un moyen de traiter en tout cas la dopamine et puis de calmer, de calmer et de prolonger la vie de la personne de manière plus simple. La complication de cette maladie, en fait, c'est des complications motrices la plupart du temps, avec des fluctuations motrices et des dyskinésies. Donc, ce qu'on appelle les dyskinésies, c'est les tremblements, c'est des mouvements un peu erratiques, assez irréguliers. Ça peut être aussi des complications non motrices, comme la fluctuation, comme le trouble du contrôle des impulsions, des addictions du comportement aussi. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes, en tout cas au niveau naturel pour calmer cette maladie, pour la soigner en tout cas. C'est les plantes avec la camomille, la mélisse, la verveine, le romarin qui peuvent favoriser le sommeil, la prêle, l'ortie, le bambou qui peuvent reminéraliser le corps, la rhodiole qui est une plante adaptogène, et le mucuna pruriens pour favoriser la production de dopamine par le cerveau et ensuite, et en même temps, soutenir l'action de l'organisme. C'est vrai que tu me disais qu'on ne décédait pas des personnes, des causes de la maladie de Parkinson, mais en fait, il y a des maladies associées, c'est sûr. Après, comment les personnes décèdent à cette maladie, en général, c'est une maladie en fait, qui va par poussée, hein, on va dire. Hein. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Un peu comme Alzheimer, par exemple. Du coup, la dernière période, c'est une période qui s'appelle l'aggravation de la maladie. Et c'est lorsque l'aggravation des symptômes se produit de manière inexorable. Les tremblements augmentent beaucoup. Le patient atteint un état de grabataire. Il ne peut plus se subvenir à lui-même. Et puis, ça devient de plus en plus difficile, en fait. Hein. C'est de plus en plus compliqué pour la personne. Maintenant, je vais passer de nouveau la parole à Jacques pour qu'il nous parle du point de vue de l'Ayurveda par rapport à… Donc, j'en ai déjà donné un petit moment, un petit aperçu par le biais justement de ces tissus profonds qui sont atteints. Mais je vais laisser Jacques la parole pour qu'il nous dise le point de vue de l'Ayurveda sur cette maladie et son traitement, et si on peut en guérir grâce à l'Ayurveda aussi. Voilà. D'accord. Alors, avant d'en parler, de faire le rapprochement avec l'Ayurveda, quand même les scientifiques, il s'agit quand même de parler aussi de la cause, d'où elle vient cette maladie. Elle ne tombe pas du ciel comme ça. Alors, il se trouve que le milieu paysan est beaucoup plus touché par cette maladie, tout simplement parce qu'ils utilisent aussi, puisqu'on a trouvé des molécules du Roundup, par exemple, dans leurs tissus, hein, lors des examens post-mortem. Donc ça, c'est une chose. Donc dans le milieu dans des milieux où l'on touche beaucoup à des pesticides, des herbicides, des fongicides et autres,
eh bien, tout ça, ce sont des accélérateurs ou des déclencheurs de cette maladie-là, puisqu'elles détruisent partiellement une partie des cellules nerveuses. D'autre part, on a retrouvé aussi beaucoup de particules d'aluminium aussi dans le cerveau. L'aluminium, comme vous le savez, et d'autres métaux lourds, bien sûr, mais essentiellement une grosse concentration en aluminium. Cet aluminium-là, il vient essentiellement de ce que nous utilisons, par exemple, soit dans les médicaments, puisqu'on rajoute, ou les vaccins aussi, entre guillemets, hein, où on rajoute souvent des nanoparticules d'aluminium, mais également dans les produits, notre vaisselle. Rappelez-vous, par le passé, beaucoup de vos casseroles, de vos poêles étaient en aluminium. Les gobelets, les assiettes, quand vous faites un peu de camping, pour ceux qui étaient scouts, ceux qui ont fait l'armée, par exemple, se rappellent bien qu'à l'époque, tous nos ustensiles de cuisine étaient en aluminium. Forcément, par le nettoyage, le grattage, par le fait de la porter à la bouche, il y a toujours des particules, des molécules qui s'en vont et que l'on ingère et qui ne sont pas éliminées et qui vont donc se stocker au niveau du cerveau et qui provoquent ces perturbations, puisque ce sont donc des perturbateurs endocriniens. On peut les appeler comme ça. Voilà. Pour venir ensuite à l'Ayurveda, bon, Chantal parlait tout à l'heure de la dopamine. Alors effectivement, celle que l'on utilise en médecine conventionnelle, la dopamine, c'est une dopamine de synthèse. Hein. On la donne surtout au départ de la maladie. Elle est efficace grosso modo entre 2 et 6 ans suivant les personnes. Donc, elle a une durée de vie limitée, hein, avec une ingestion quotidienne, bien sûr, hein, mais au bout d'un moment, elle n'a plus d'effet. En Ayurveda, on a la même chose. Hein, tu en as parlé aussi quand tu as énuméré certaines plantes tout à l'heure. On a le pois muscat, qui est le Mucuna pruriens en latin, qu'on appelle aussi en sanskrit Atmagupta. Donc ce pois muscat est une plante intéressante par justement elle contient de la L-dopa, donc c'est le précurseur de la dopamine. On trouve ça très facilement sur les marchés, sur Internet. Hein. Donc souvent on l'associe avec le Tribulus terrestris. Les deux associés permettent d'optimiser les vertus de chacune. Hein. Le Tribulus terrestris, vous connaissez aussi, puisque c'est le Gokshura en sanskrit. Hein. Le Gokshura qui a plutôt des vertus de stimuler en fait certaines hormones qui vont aider à activer la L-dopa pour qu'elle soit beaucoup plus performante dans son action contre cette dégénérescence. Dans les plantes, grosso modo, les plantes indiennes, c'est un peu tout ce qu'on peut trouver, sauf que l'intérêt par rapport à la molécule de synthèse, c'est que Atmagupta va aller beaucoup plus loin, puisqu'elle, on peut la prendre à vie et elle est efficace à vie. Il y a des expériences qui ont été tentées en comparant l'action des deux, la L-dopa la dopa de synthèse et celle issue du pois muscat, et on s'est rendu compte qu'effectivement, elle était beaucoup mieux admise par le corps la réceptionne beaucoup mieux, il y a moins d'effets secondaires et surtout, elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps, son efficacité. Voilà. Parallèlement aux plantes, il y a des choses très importantes aussi à mettre en place, c'est sur le plan physique, parce que les personnes qui sont touchées
par cette maladie. On leur propose souvent, et c'est efficace, puisque les expériences ont permis de le constater et de l'affirmer, c'est la musique, par exemple. La musique qui oblige vraiment à se concentrer et à être dans l'activité, jouer du piano, jouer un instrument, quel qu'il soit, l'écouter également. Ça fait partie des moyens physiques dont on dispose pour ralentir le phénomène de cette dégradation. Une autre activité qui est fortement conseillée, c'est la danse. Ça a l'air de rien, mais la danse, pour les Parkinsoniens, elle est hyper importante. Et ça ne coûte rien, tout comme la musique d'ailleurs, à part le fait d'avoir un instrument. La danse oblige à vous concentrer, à coordonner vos mouvements. Elle oblige à être vraiment dans le moment présent, en permanence, dans cette action-là, qui permettent de ralentir toujours ces messages, ces signaux qui ne passent pas bien. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui vise à ralentir les effets de Parkinson. Mais quand je parlais de la danse, ça peut aussi être des activités comme le Qigong, par exemple, ou le Tai Chi. Voilà. Tous ces éléments-là ont un effet immédiat sur la maladie. C'est-à-dire, ce n'est pas au bout de 3, 4, 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous allez voir des effets, comme parfois certains médicaments. Ce sera immédiat. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous connaissez du monde qui est touché par cette maladie, n'hésitez pas à les inviter, à aller danser, par exemple. Je reviens sur l'utilisation du tribulus en concomitance avec la L-Dopa de Atmagupta. L'intérêt d'associer les deux, parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est que c'est un inhibiteur léger d'une molécule qui s'appelle la monoamine, qui, elle, est plutôt oxydante et perturbe et dégrade même la dopamine. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que l'association des deux fait que l'un, Atmagupta va stimuler la L-Dopa, sa fabrication, et parallèlement, le tribulus, lui, il va détruire une molécule qui empêche la dopa de faire son action. Donc, c'est tout l'intérêt, ce qu'on ne retrouve pas avec souvent les associations qu'on trouve en médecine conventionnelle où c'est de la L-Dopa, généralement, il n'y a que ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur toutes les activités. On peut y associer aussi indirectement la vitamine D3, surtout en cette saison. À des fortes doses, au moins 4000 unités internationales par jour. Donc, il faut en donner quand même pas mal, parce que lui, il permet de ralentir aussi l'évolution de la maladie. Ça a été montré par des expériences en double aveugle au Japon il y a quelques années, et depuis, ça a été repris. D'ailleurs, maintenant, la D3, on la préconise pour plein de choses, même pour le Covid aussi, par exemple, pour l'ostéoporose, pour le vieillissement prématuré, etc., parce qu'elle a un effet intéressant pour plein d'autres pathologies. Autre supplémentation qu'on pourrait rajouter, qui ne sont pas tellement ayurvédiques, mais c'est quand même intéressant de le savoir, c'est la coenzyme Q10, souvent qu'on associe d'ailleurs avec la levure de riz rouge, par exemple, pour les problèmes de cholestérol. Voilà, là aussi, en l'associant avec le traitement contre la maladie de Parkinson, il semblerait qu'elle ait un effet intéressant, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des expériences qui ont été plutôt positives, d'autres qui n'ont rien démontré, donc à prendre avec des pincettes. Dernier élément qu'on pourrait rajouter, c'est la cannelle. Cannelle, tout le monde connaît, on s'en sert
très régulièrement dans notre alimentation, hein, que ce soit pour les desserts ou autres, ou en infusion. La cannelle, il a été démontré par des expériences également qu'elle est capable d'inverser l'évolution de la maladie de Parkinson. Mais pour l'instant, ça n'est encore qu'au stade expérimental, enfin expérimental entre guillemets, puisque ça n'a pas encore été constaté sur l'être humain, mais que sur les souris pour l'instant. Voilà. Donc, elle est encore en phase d'évolution, l'expérimentation des effets de la cannelle. Cela étant, rien ne vous empêche d'en consommer parce que ça a d'autres vertus, bien sûr, et que c'est bon et que c'est sain. Voilà, pour ma part. À toi, Chantal. Super. Écoute, j'apprécie toujours autant les lives qu'on peut faire ensemble, Jacques, parce que c'est une mine d'or à chaque fois que tu nous offres d'informations et de conseils. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Soit vous activez votre micro. D'abord, vous allez faire dans la petite onglet réaction en bas, vous allez lever la main et ensuite, je vous donnerai la main pour que vous puissiez intervenir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, ça a l'air d'être… À chaque fois, c'est super clair, donc du coup, il n'y a plus de questions. C'est excellent. Si, moi, j'avais une question. Est-ce que ici, en France, par exemple, dans ton centre, on peut éventuellement avoir des traitements particuliers, faire une cure quand on est malade de Parkinson ? Alors, bien sûr, puisque souvent cette maladie est associée d'autres déséquilibres, bien sûr, parce que d'abord, elle n'est pas apparue comme ça par hasard. Comme je le disais, c'est souvent lié à notre histoire. Avoir travaillé, par exemple, dans des usines chimiques comme employé, comme chimiste, tout ce que vous voulez, en fait, c'est essentiellement des perturbateurs endocriniens ou des métaux lourds qui ont été des facteurs déclenchants. Donc, retracer l'historique, bien sûr, ça peut se faire en cabinet, mais alors le traitement lui-même, il faut savoir comme c'est un traitement en continu à vie, le cabinet va juste permettre de préconiser les soins à faire. Et puis, voilà, on parle du dosage. OK, je vais dire On y viendra après. Oui, on y viendra après. Vas-y, continue ce que tu me dis. Donc, c'est surtout l'hygiène de vie qu'il faut préconiser aux personnes, hein, puisque c'est elle qui est celui qui, par exemple, a plutôt tendance à manger ou à consommer de la junk food, par exemple, ou voilà, il aura bien moins de chances d'avoir des effets rapides. Donc, il vaut mieux aller vers le bio, évidemment, puisque théoriquement, il a quand même beaucoup moins de produits de synthèse qui peuvent accélérer le processus. Avoir une hygiène de vie correcte est déjà pour moi une des premières étapes. Et surtout, l'alimentation, je pense surtout à l'alimentation vivante, c'est-à-dire des fruits, des légumes le plus possible, des céréales complètes ou demi-complètes, mais surtout des fruits et des légumes qui viennent, limite, si vous avez un jardin, allez-y, accueillez et mangez ce que vous avez mis dans votre jardin, à la condition à ce que ce ne soit pas chimiquement modifié ou qu'il n'y ait pas de chimie apportée dans votre récolte. Voilà, donc parce qu'il y a plein de prana dedans. Donc le prana, c'est une énergie vitale qui se trouve dans… En fait, le prana, c'est l'ensemble des énergies qui se trouvent dans l'atmosphère. Voilà. Et toute cette énergie, cet ensemble d'énergie va dans l'alimentation, mais ça se trouve aussi dans l'air, dans le cosmos, avec les lumières du cosmos et surtout la lumière du soleil, et dans l'eau. Donc, du coup, forcément, le bon moyen d'avoir du prana,
c'est par l'alimentation, par la respiration et le soleil. Voilà. Donc, alors, Isabelle nous demandait des précisions sur les dosages des plantes, sur les posologies, donc, et s'il y a un risque de dépendance au mucuna et au tribulus. D'accord. Alors, le mukuna, l'idéal, c'est de faire une préparation, hein, de faire une préparation, soit liquide, soit elle peut se prendre en poudre aussi, soit une décoction, hein, mais le problème de la décoction, c'est qu'elle s'oxyde très vite et très vite, elle sent mauvais. Donc, soit on la fait à l'alcool, soit on la fait à l'huile, donc un macérat huileux. Euh, Parallèlement, l'utilisation d'huile est intéressante parce qu'on a tendance aussi à avoir une fonte musculaire. Parce qu'on est moins dans l'activité physique et tout doucement, on perd ses muscles parce qu'ils sont moins sollicités, etc. Donc, le fait de manger un peu gras et des protéines végétales, des choses comme ça, peuvent être intéressantes. Pour les questions de dosage, en préparation, moi, je préconise une préparation de 30 grammes de mukuna, par exemple, à faire soit soit dans de l'alcool, hein, de manière à la conserver, soit dans de l'huile. Si c'est dans de l'huile, vous faites d'abord l'infusion avec le mukuna, avec la plante, 30 grammes, dans une casserole. Vous faites évaporer l'eau, vous faites réduire, en fait, vous faites évaporer l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le quart ou le cinquième. À partir de là, vous filtrez et vous versez dans de l'huile. Puis vous faites chauffer cette huile pour que le reste de l'eau, ce qui reste encore, puisque vous avez mis un cinquième ou un quart d'eau avec le concentré de mukuna, cette eau va s'évaporer aussi. Ça veut dire que toute la matière active va se mélanger et va rester dans l'huile. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de le faire et de bonne conservation aussi, même si c'est préférable de le garder quand même au frais. Mais c'est un bon moyen de conservation et vous pouvez le faire vous-même. Donc, pour avoir le bon dosage, quant à la consommation, il faudrait prendre au moins une cuillère à soupe par jour. Enfin, pardon, qu'est-ce que je dis? Deux cuillères à soupe par jour pour la molécule naturelle de dopa. Et là, ça devrait être suffisamment efficace, beaucoup plus efficace d'ailleurs que la molécule de synthèse. Ok. Et pour la teinture mère? Alors, la teinture mère, c'est sensible. Là, c'est un petit peu moins, c'est les cuillères à café, mais on peut le faire à partir du même dosage. Hein, sauf qu'il y aura de l'alcool quand même. Donc là, c'est plutôt 3 cuillères à café par jour. Donc, Ceux qui ont l'alcool à disposition, hein, mais c'est moins évident de le faire. Ouais, c'est sûr. Il vaut mieux être pharmacien, hein, ou en demander à la pharmacie, en fait. Oui, vous la demandez à la pharmacie. Voilà. Après, elle existe aussi en gélule, elle existe en comprimé. Là, c'est plus facile aussi. Ouais. Tout dépend donc des marques. Suivant les marques, elle est plus ou moins concentrée, donc il faut en prendre plus ou moins. Hein. Ça peut aller de 2, 3, voire 4 par jour, voire jusqu'à 6 par jour. C'est un degré de consommation. Donc là, je ne peux pas vous dire, ça dépendra de la marque que vous choisirez. Tu as une marque à nous préconiser éventuellement? Elles sont toutes bonnes à partir du moment où elles sont bio. Hein, Non, mais, au niveau de la concentration, laquelle est la plus concentrée, laquelle est moins concentrée? Non, parce qu'il y a tellement de marques maintenant. Le marché des compléments, il a explosé. Il suffit de regarder en Inde maintenant. Il n'y a pas une ville qui n'a pas sa marque à lui. Même les médecins, même les médias, ils font maintenant leur propre marque parce qu'ils voient qu'il y a un marché occidental. Donc, c'est difficile à préconiser. Ça, c'est vous qui voyez. En fonction de la concentration, vous en prenez un peu plus ou un peu moins de cachet. Comment on peut savoir si c'est concentré ou pas? C'est marqué dessus, hein, c'est obligé. Hein. D'accord. Alors, il y a Isabelle encore qui nous dit qu'en consultant un médecin homéopathe pour un patient atteint de Parkinson, il se pourrait qu'un terrain de trauma crânien pourrait favoriser la maladie. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis moi. Là, j'aurais besoin d'avoir vraiment une confirmation suite à un trauma, hein, parce que des traumas, il y a des millions de gens qui en ont chaque année, et il y en a quand même pas autant qui systématiquement terminent avec Alzheimer. Hein. La science a prouvé quand même que c'est une accumulation essentiellement de métaux, de matériel synthétique, soit ingéré par la respiration, soit par la voie buccale, soit simplement par le contact. Vous savez que tout ce qu'on met sur la peau passe directement dans le sang. Donc, c'est plutôt ce type de matériaux qu'on a retrouvé dans le cerveau en concentration importante, et surtout chez tous ceux qui ont la maladie de Parkinson. Hein. Donc, on a fait le lien effectivement entre ces métaux, ces toxiques et la maladie. Donc, voilà, moi je reste sceptique, mais c'est possible. Hein. Moi, j'écoute, j'entends. Ouais, ok. Concernant les métaux lourds, je sais qu'il y a le traitement par la spiruline et la chlorella fonctionne vraiment très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Est-ce que ça pourrait être une indication pour justement évacuer, permettre aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, et de manière générale, de toutes les autres personnes, d'évacuer les métaux lourds qu'on aurait ingérés? Alors, oui, là, il faut rester très prudent aussi, parce qu'on a raconté aussi beaucoup de choses, des choses bonnes, des choses moins bonnes. Concernant ces algues, il est certain qu'elles ont un effet détoxifiant, certaines plus que d'autres. Hein. La spiruline, la chlorelle ou la clamate, elles ont chacun leur propre vertu et leur propre spécificité quant au nettoyage en fait, de certains métaux, que ce soit le mercure, le plomb, l'aluminium ou d'autres, le cadmium, enfin tout ce qu'on peut trouver un petit peu dans tout ce qu'on mange et dans tout ce qu'on respire, voilà, ou qu'on touche, tout simplement. Par contre, leur effet, il est quand même limité par rapport aux grosses concentrations qu'on va trouver dans le cerveau. Et ça ne va pas nettoyer le cerveau comme ça, d'une coup de baguette magique. Hein. Vous allez pouvoir faire des cures pendant des années et avant que vous n'ayez vraiment des premiers effets. Oui, puis en C'est plus, un peu… c'est des métaux qui restent incrustés quand même pendant C'est ça. longtemps. Donc, pour les enlever, en plus, c'est quand même les tissus profonds, c'est Majadatou. Hein, donc, ça met du temps avant d'être vraiment complètement nettoyé. En plus, si ça a mis du temps à se mettre, à s'incruster, ça va mettre d'autant plus de temps à être traité au final. C'est ça, voilà, parce que ça va vraiment dans les tissus profonds, et avant qu'on traite, il faut déjà savoir qu'on est malade ou qu'on a été touché par ces particules ou par ces métaux lourds. Avant de le savoir, eh ben, il faut des années et des années. Il y a déjà eu des années auparavant d'accumulation. Hein. Donc, quand les premiers symptômes apparaissent, on est déjà dans un taux de concentration assez élevé. Par conséquent, comme tu le dis justement, il faudra également des années pour se nettoyer, et puis ça ne suffira pas forcément, et puis il y en aura toujours. Mais une Ouais. fois que c'est enclenché, la maladie, elle est enclenchée. Oui, ça. Et Mais puis ça en plus, n'empêche pas. oui, et en plus, ça met 10 à 15 ans avant d'avoir les premiers symptômes, hein, je crois, la maladie de Oui, Parkinson. oui, ah Là, oui, tout à fait. Elle apparaît autour… en fait, il n'y a pas vraiment d'âge, mais elle apparaît quand même à partir de 40 ans en moyenne. Hein, c'est à partir de là qu'on commence à avoir les premiers symptômes, mais ça veut dire qu'elle a déjà commencé tout doucement son œuvre de destruction bien avant déjà. Hein. Est-ce que tu penses que le fait de… Parce qu'on a vu que sur la maladie d'Alzheimer, par exemple, tu sais, quand on faisait à manger dans des casseroles en aluminium, il y avait des particules d'aluminium qui étaient ingérées en même temps. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi le cas pour Parkinson qui aurait eu justement des problèmes dégénératifs au niveau des neurones de la même manière? Effectivement, on peut le comprendre par le fait que ce sont des impulsions électriques qui passent de neurone en neurone à partir du cerveau, qui donne son ordre, hein, et qui va aller jusqu'au mouvement, jusqu'à la phase terminale, enfin au bout du membre, par exemple. Alors,
lorsqu'il s'agit de l'appréhension. Hein. Et si ces messages ne passent pas, ces impulsions électriques ne passent pas, c'est parce que il y a une rupture du faisceau qui transmet donc ces informations. Or, ces métaux, par exemple, comme l'aluminium, hop, attends, j'éteins, voilà. Ces métaux, quels qu'ils soient, hein, ils sont conducteurs. Hein. Le cuivre, le fer, le métal, tout ça, c'est conducteur. Or, lorsqu'il y en a un petit peu partout, Le en sourdine. Oui, je suis en conférence, je te rappelle plus tard. Voilà, pardon, hein, excuse-moi. Voilà, le fait qu'il y ait plein de particules métalliques ou pas, mais essentiellement métalliques dans le corps, va perturber justement le transfert de ces informations vers là où ils doivent aller, puisque c'est ce courant électrique qui va être un petit peu partout autour de cette sphère neuronale. Ok, donc là, tout ce qu'on a vu, effectivement, c'est que le premier, de toute façon, dosha, qui est qui est le plus visé au départ, en tout cas, c'est Vata. Vata, oui, parce que ça touche le système nerveux. Cela étant, la cause première de la maladie, c'est pas forcément Vata, hein, c'est-à-dire tout le monde peut être touché, Vata, Pitta, Kapha, hein, puisque l'origine, elle vient de l'extérieur, elle est exogène quelque part. Hein. Alors, il y a Isabelle qui vient d'écrire « Je suppose que toutes les techniques et soins pour pacifier l'aggravation de Vata sont efficaces sur toute la globalité de la personne. En yoga thérapeutique, avez-vous des conseils spécifiques? Si la personne est entrée en dépression, c'est difficile de la motiver. Faut-il forcer un peu la personne ou plutôt respecter l'énergie de la personne comme Vata est perturbé? Qu'est-ce que tu en penses? » Alors, c'est pas Vata qui est la cause, hein, puisqu'un Pitta ou un Kapha, comme je viens de le dire, il peut tout aussi bien avoir Parkinson. Hein. Cela étant, c'est les effets secondaires qui vont plutôt toucher le côté Vata de la personne. Hein, puisque c'est la psyché du malade qui va être pervertie par la maladie, par le côté anxiogène, la peur de mourir, le côté handicapant. Il va y avoir aussi la dépression, effectivement, qui peut s'installer parce qu'on se sent nul, on n'est plus capable, il y a une distanciation sociale qui se fait, on voit de moins en moins de monde parce qu'on se sent limité quelque part. Et ça, effectivement, ça se traite. Effectivement, avec, bien sûr, en médecine conventionnelle, on va vous donner des anxiolytiques, des antidépresseurs, des choses comme ça, qui viennent se rajouter à ce qu'ils préconisent par ailleurs. Mais en médecine ayurvédique, bien sûr, là, vous connaissez tout ce qu'il faut pour gérer ces problèmes. Peut-être que tout simplement, le millepertuis serait suffisant. Si c'est aussi, non? L'ashwagandha aussi. Les L'ashwagandha. L'ashwagandha aussi, bien sûr. Hein. D'ailleurs, l'ashwagandha, il serait presque souhaitable de systématiquement le rajouter à ce type d'autres produits parce que, comme il est aussi adaptogène, bien sûr, ça veut dire qu'il va augmenter la qualité ou les vertus des plantes avec lesquelles il est associé, l'ashwagandha. C'est ça. Et Voilà. puis, je pensais aussi au Bacopa ammonieri et au Brahmi, hein, tout simplement. Ça pourrait être intéressant aussi, peut-être, pour stimuler un peu les connexions neuronales. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, mais là, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Le Brahmi peut être intéressant, suivant que c'est du Bacopa ou de la Centella. Il va plutôt être préconisé lorsqu'on a des manques, des pertes de mémoire, voilà, des fragilités de ce côté-là, où le système nerveux est un peu fragilisé. Dans le cas de la maladie, ça aura moins d'effet. Il vaut mieux s'occuper du côté physique de la personne et du côté psychique également, avec des pratiques, comme on a parlé, voilà, effectivement, le yoga, la danse, la musique, toutes ces pratiques où l'aspect corporel
est utilisé, quoi. Alors, il y a Isabelle qui dit qu'elle confirme que le mélange de Mukuna et de d'ashwagandha est extrêmement efficace. Il y a un effet positif en 2 semaines. Donc là, je pense à Catherine et à son mari qui est atteinte de Parkinson. Voilà, Catherine, tu as déjà un remède qui pourrait être intéressant pour ton mari. Tout à fait. Et puis la danse, éventuellement, mais bon, il ne marche plus beaucoup, donc du coup, c'est un peu difficile de danser avec lui. Mais ça pourrait être rigolo de danser un petit peu avec lui, avec son déambulateur. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Je rigole, hein, évidemment. Donc voilà. Je pensais aussi au massage. Je pense que le massage pouvait aussi déjà reconnecter la personne à son schéma corporel et donc du coup à elle-même et lui redonner un peu plus d'apaisement par rapport à toute cette agitation mentale et cette angoisse, cette perturbation, cette nervosité qu'elle pouvait avoir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le massage, il est indiscutablement, il faut l'associer à tout type de soins parce qu'il a tellement de vertus, c'est tellement efficace pour plein de choses, à condition qu'il soit pratiqué dans un cadre thérapeutique et par des personnes compétentes. Mais il ne faut jamais l'exclure, il est toujours très, très important, effectivement. Un autre élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui est intéressant aussi, c'est la marmathérapie ou l'acupuncture, pour ceux qui sont plus proches de la MTC, par exemple. Les deux sont très efficaces aussi parce qu'elles vont contribuer à régénérer les neurones qui ont été touchés ou perturbés. Donc voilà un aspect aussi intéressant. Il y a le shiatsu aussi, hein, qui fait aussi de la dijuncture. Ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, toutes ces techniques, elles sont pas exhaustives, effectivement, mais tout ce qui sert à régénérer, à récupérer ou à reconstruire ce qui a été perturbé, effectivement, est intéressant. Mais toujours l'associer à une nouvelle hygiène de vie. Hein. L'idée, comme tu le disais, c'est quand même toujours se nettoyer un maximum pour évacuer un peu tout ce qui est la cause de la maladie, hein, tous ces métaux lourds, entre autres, hein, et qui ont perturbé cet équilibre, hein, en sachant que ça met toujours du temps. D'où l'intérêt des massages, d'où l'intérêt d'une hygiène de vie exemplaire, avec une alimentation adaptée, etc., etc. C'est pas évident pour les personnes qui ont déjà un certain âge de changer complètement d'alimentation, de mode de vie aussi. Surtout quand tu sais, il y a, par exemple, si c'est quelqu'un qui est CAFA, pour eux, c'est chaud hein, de changer d'alimentation parce qu'ils s'accrochent comme une moule à leur rocher à tout ce qui est doux, tout ce qui est, tu sais, les plats en sauce, machin, etc. Donc, c'est pas simple. Hein. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme conseil aux personnes qui vivent avec des personnes de type CAFA qui ont la maladie de Parkinson au niveau alimentaire? Alors, moi, je pense que c'est un choix à faire. Si la personne a conscience de sa maladie et si elle a envie de s'en sortir ou de limiter tous ses effets handicapants sur le long terme, le choix, il est vite fait. À un moment donné, il faut prendre une décision. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai envie de rester tel que je suis ou est-ce que je veux m'en sortir? Ouais. Quand je dis je veux m'en sortir, c'est pas revenir en arrière et puis guérir, redevenir comme avant. C'est en tout cas stopper son évolution, sachant que ce que je disais précédemment, c'est qu'elle a une évolution qui est quand même très lente sur plusieurs dizaines d'années. Voilà. Alors la personne qui a la Parkinson depuis déjà quelques années, tu parlais des personnes âgées par exemple, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est difficile de leur faire changer leurs habitudes quand on a 75, 80 ans, etc. En fait, ce que nous proposons là, c'est pour les personnes qui sont dans le début, qui sont à un stade pas très, très avancé. C'est là où c'est le plus efficace. Lorsqu'on est déjà handicapé parce que l'évolution a été soit très rapide,
voilà, liée à un phénomène bien particulier, soit elle a évolué lentement et tant que ça va, c'est pas trop grave si on tremblote un petit peu, etc. Mais au bout d'un moment, trop, c'est trop. Et en fait, c'est aussi la personne a trop attendu. Plus on s'en occupe de bonne heure et plus on a des chances de pouvoir la stopper ou la ralentir. Alors, il y a Isabelle aussi qui a dit, qui a écrit le Shirodhara. Est-ce que c'est une bonne idée si la personne se sent en sécurité, car le processus peut être impressionnant. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, le Shiro est intéressant pour calmer, pour réduire un petit peu l'activité mentale pour une personne qui peut se sentir pas bien dans sa peau, liée forcément à la maladie. Elle ne va pas avoir une influence directe sur la maladie. Elle ne va pas reconstruire les connexions. Par contre, ça va calmer plutôt son mental, sa cogitation mentale et toute cette négativité qui peut se développer lorsqu'on se sent un peu handicapé quoi, face à son environnement. Voilà, donc ça va essentiellement travailler sur le côté vata de la personne lorsqu'elle rentre dans des phases un peu dépressives, etc. Là, effectivement, le Shiro est intéressant. Alors, je reviens sur la question d'Isabelle quand elle parlait de yoga thérapeutique, des conseils spécifiques. Alors, dans le yoga, je sais qu'il y a une partie respiration qu'on appelle le pranayama et qui, lui, peut vraiment apporter énormément d'aide pour justement calmer le mental, apaiser l'agitation physique. Et je pense que effectivement, proposer du pranayama tous les jours, que ce soit Nadi Shodhana, qui est une respiration alternée au niveau des narines, que ce soit Ujjayi, par exemple, qui est une respiration glottique, ou même ça peut être Bastrika, ou ça peut être, enfin, il y en a plein. Donc, du coup, la cohérence cardiaque, ça fait partie effectivement du pranayama qu'on appelle aussi Samavriti en yoga. Tout ça, je pense que ça peut être tout à fait indiqué quand on a ce genre de pathologie pour justement calmer et les angoisses et le mental qui cogite énormément et en même temps calmer toutes ces dyskinésies qu'on peut avoir, ces tremblements en même temps. Voilà, pour peu que la personne soit ouverte à ce genre de choses. Voilà, Isabelle, j'espère que ça aura pu t'aider en tout cas. Alors, elle dit aussi, alors, êtes-vous d'accord avec le fait que certains symptômes avérés par le milieu plus l'allopathie seraient la gourmandise et le comportement enfantin? J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, Isabelle. Et moi non plus. Est-ce que tu pourrais prendre l'appareil, tu prends ton micro et puis tu poses ta question directement, ce serait plus facile pour moi. Oui, bonjour. Merci en tout cas pour toute cette conférence très intéressante. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à des diagnostics ou des pronostics dans le milieu allopathique, les symptômes seraient en fait que la personne atteinte de Parkinson, mais bien sûr pas toutes, pourrait avoir des tendances à avoir des comportements assez enfantins. Bon, après, je pense que ça dépend du stade de la maladie. Et la gourmandise pourrait aussi être comme une sorte d'addiction. Est-ce que vous avez pu remarquer ça ou... Oui. Oui, ça peut s'expliquer par le fait, bon, c'est malgré tout, c'est essentiellement des personnes qui sont déjà atteintes depuis un certain temps, qui ont un stade assez important. Pourquoi? Parce qu'elles s'associent souvent avec Alzheimer. Puisque la base de ces deux maladies, enfin les causes de ces deux maladies, c'est très souvent une altération donc, du système nerveux également, des connexions qui ne se font pas, la dégradation de la myéline également.
Donc, on est à peu près dans le même cas de figure et les mêmes causes, hein. Donc, souvent, les métaux lourds, les toxiques exogènes, une hygiène de vie un peu pas très sympa, et beaucoup avec des aliments avec beaucoup de conservateurs, des antioxydants, enfin, tous ces produits chimiques qu'on met dedans dans l'alimentation classique de base, qui peuvent être la cause. Donc finalement, c'est vrai, lorsque notre mémoire est déficiente, on a tendance à revenir un petit peu en arrière et plutôt à retomber presque en enfance, ce qui fait le lien avec ce que vous dites. Et par conséquent, apprécier aussi les sucreries, parce que les sucreries, ben, c'est de la douceur, et quand on est enfant, on aime et on a besoin de douceur, et en fait, à tout stade de la vie, de toute manière. Mais auparavant, on s'en privait peut-être un peu, mais le caractère un peu enfantin que vous décrivez est souvent pas forcément lié à Parkinson, mais plus à Alzheimer, qui a des connotations très, très similaires. D'accord, merci. Avec plaisir, Isabelle. Est-ce que tu as d'autres questions éventuellement? C'est la seule. Oui, juste, je voulais juste intervenir par rapport au pranayama. Après, je m'arrêterai parce que je crois que je pose beaucoup de questions. Mais, C'est là pour ça. c'est pas toujours évident en fait d'appliquer les exercices de respiration pour ça doit aussi dépendre du stade de la maladie, mais j'ai pu remarquer que ces personnes pouvaient avoir Parkinson qui se porte sur la voix, sur la respiration, et il y a beaucoup de fausses routes. Donc on est vite dans un schéma de panique. Ah oui, oui, non, non, quand c'est en crise aiguë, on va dire un peu, non, il vaut éviter, effectivement. Mhm. Maintenant, quand la personne est plutôt dans un état un peu, on va dire, calme, entre guillemets, si je puis dire, à ce moment-là, on peut tout à fait proposer ce genre de dynamique pour qu'elle puisse ensuite le faire de manière récurrente. Et le fait de le faire de manière récurrente et régulièrement chaque jour, ça va installer une routine qui va lui permettre justement de mieux gérer ces états de crise, entre guillemets, euh, qu'il peut, qu'il peut avoir. Mhm. Merci. Oui, je pense qu'il faut rester à un stade avancé. C'est compliqué de faire respirer d'une manière plutôt active les personnes un peu plus âgées qui sont déjà bien atteintes, parce que les troubles cognitifs font que ils peuvent facilement, effectivement, avoir des problèmes des poumons, des problèmes de poitrine avec des douleurs aux poitrines. Ils peuvent facilement en mangeant faire fausse route également. Donc, c'est une des causes de décès aussi, hein. Donc, il faut faire attention à tout ça dès que la maladie est assez avancée. Donc, oui, comme je le disais précédemment, toutes ces activités, toutes ces pratiques, elles sont intéressantes quand on les prend et qu'on les pratique le plus tôt possible. Ok. Catherine, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu veux déposer éventuellement un témoignage? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie aussi éventuellement de poser des questions ce soir? Coucou à tous. Moi, j'avais des questions concernant les traitements parce que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai mon compagnon là, qui est atteint d'une maladie de Parkinson, mais ce n'est pas une Parkinson ordinaire, puisque c'est une PSP et c'est une évolution très rapide. Tout à l'heure, j'entendais, on disait que c'est une évolution lente, mais ça peut être très très rapide. Et on a essayé des traitements même indiens et il n'y a pas eu d'effet notoire. Quelles que soient les plantes utilisées, des plantes un peu de dopamine, très compliqué. Hein.
D'accord. Et donc, ta question, c'est? Parce que moi, je n'ai pas bien compris tous les… Moi, je ne connais pas toutes les plantes qui ont été citées. Parce que quand j'avais des plantes, c'était des plantes avec une poudre toute à mélanger. Mais moi, je n'ai pas eu trop d'effets. Non, on n'a pas trouvé de traitement en Ayurveda qui puisse améliorer aujourd'hui son cas. Hein. Est-ce que tu te souviens des plantes que vous aviez utilisées, les plantes Je sais qu'il y avait du gougoul. Et puis, il y avait des poudres de dopamine. Dopamine-like, quoi. Ça s'appelait la dopamine-like en indien. Quoi. D'accord. On n'a pas eu d'effet vraiment. D'accord. Je vais laisser la parole à Jacques. Alors oui, je parlais ce qui expérimentalement, enfin, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'association du tribulus avec le mucuna. Et puis, lorsqu'il parlait la dopamine-like, c'est quelque chose qui ressemble. Hein, like, c'est comme, ça veut dire comme. Donc, c'est une plante qui ressemble à la dopamine, mais ça n'en est pas. C'est un peu comme les hormones. C'est une hormone qui ressemble à une autre hormone qui prend sa place quelque part. Quant au Google, il va être intéressant pour tous les problèmes inflammatoires. Lorsque la situation, et comme c'est une évolution rapide, il est probable qu'il y ait de l'inflammation. Donc, il peut être utile dans ce cas de figure, mais c'est toujours une question de dosage. Souvent, les produits qu'on peut acheter, quels qu'ils soient, ils ont une posologie, mais qui est une posologie qui convient à tout le monde, qui n'est pas dangereuse, parce que ça n'est pas, ça ne vient pas de la pharmacie, c'est pas le médecin qui vous l'a prescrit. Et donc, pour limiter les risques, on met toujours des petits dosages. Alors que dans un cas présent où la situation elle est évolutive, mais de manière très, très rapide, souvent, il faut y mettre le paquet et prendre un tiers, voire le double, souvent de ce qui est prescrit. Mais ça, seuls les médias pourront vous le dire. Hein. Donc, le mukuna, l'atmagupta, hein, c'est la même chose. Et puis le tribunus également, plus l'ashwagandha. Voilà 3 produits qui sont associés ensemble, sont très efficaces. Bon, voilà. Après, on peut y rajouter aussi ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est la synergie de tout ça. C'est pour ça qu'on préconise toujours le totem des plantes et non pas juste une partie, la fleur, la feuille, la tige, c'est vraiment l'ensemble de la plante parce que c'est la synergie de toutes ces molécules qui font que la plante, elle est efficace. Donc après, il faudrait voir effectivement quelles sont exactement les plantes qui étaient dedans et sous quelle forme et sous quel conditionnement. Ok. Ok. Est-ce que ça a bien répondu à ta question, Catherine? Écoute, je vais regarder la liste des ingrédients, je te dirai exactement, parce que j'ai toujours l'ordonnance là. D'accord, super. Ce qu'il y a exactement, parce qu'il y a beaucoup de plantes mélangées dedans. Les dosages, tout est… Alors, plus il y a de plantes, et moins le dosage est fort, forcément. Ouais. Peut-être. Ok. Bon. Moi, je te dis à demain soir. Ouais. Salut, Catherine. Alors, Isabelle me disait, avez-vous une idée de quoi dépend l'évolution plus ou moins rapide de la maladie? De la dégradation des neurones, de la dopamine au niveau des neurones, tout simplement, hein, la dégénérescence. Hein. Donc, en fonction de l'hygiène de vie de la personne, en fonction de sa génétique aussi, parce que il y a des personnes qui ont beaucoup plus la possibilité,
de par leur génétique, de par ce que leur a transmis leurs parents, de par déjà leur état constitutionnel au moment de leur naissance et de leur constitution, ils vont avoir plus ou moins la propension à être perméables justement à ces facteurs exogènes qui vont déclencher cette maladie. Jacques, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est un ensemble de facteurs. Hein. On ne peut pas dire c'est soit ça, soit ci, soit ça. Non, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Il y a toujours évidemment un élément déclencheur, mais si par exemple les produits toxiques qui ont pu être par inadvertance, par accident ou simplement par habitude ingérés et qui ont à un moment donné sont arrivés à une concentration tellement forte qu'effectivement l'évolution de la maladie sera d'autant plus rapide parce que les messages ne passent plus. Alors que si l'intoxication elle est moins prononcée, ou si parce que l'hygiène de vie a fait que la personne élimine beaucoup plus facilement, dans ce cas-là, l'évolution sera aussi plus lente, de facto. Alors, l'anesthésie générale, effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve dans les produits anesthésiants? Plein de choses pas forcément bonnes, hein, dont des nanoparticules, dont des conservateurs, entre autres, et des nanoparticules qui sont souvent des conservateurs. Voilà, c'est des conservateurs hein, pour certains. Pour d'autres, c'est des lubrifiants, des stabilisants, etc. Donc, c'est tous ces produits qu'on injecte qui sont inconnus de notre système, de notre autodéfense, hein, de nos anticorps, et qui créent des réactions de défense, donc d'attaque, et parfois nos anticorps se trompent et vont attaquer d'autres cellules. Bref, ça fout un petit peu le bordel dans le corps et on en retrouve ensuite les conséquences parfois au niveau du cerveau, effectivement. Alors, Catherine… Parce que je tiens quand même à rappeler que le cerveau, c'est de la matière grasse. Hein. C'est une masse gélatineuse toute molle, c'est que du gras, hein, grosso modo. Et le gras, c'est un conservateur lui-même. Donc, tout ce qui passe, tout ce qui va nourrir le cerveau, hein, l'oxygène, le magnésium, le sucre, etc., va transporter tout ce qui se trouve dans les tissus et qui a été ingéré, respiré ou simplement par le contact. Et donc, ça va se stocker dans cette matière grasse. Catherine nous rajoute un élément important, c'est que l'élément déclencheur de la maladie de son compagnon a été l'opération du genou sous anesthésie générale. C'est vrai que je viens d'en parler là des anesthésies. Ce qu'il y a dans les anesthésies, c'est toutes ces particules, ces nanoparticules, ces conservateurs, ces stabilisants. C'est pas la matière active qui va anesthésier, hein, c'est pas les antialgiques, etc. Mais c'est tout ce qu'on met dedans qui cause. C'est pour ça, par exemple, c'est pareil pour les vaccins. Par le passé, il y a eu des tas de cas aussi, des maladies ou des morts aussi qui sont survenues après avoir reçu des doses de vaccins, mais qui ne sont pas liées au vaccin lui-même, mais à tout ce qu'on y rajoute. Hein, tous les adjuvants, en fait, qui ne sont pas marqués sur les notices, parce qu'il y en a tellement dedans. Voilà, tout ce qui permet de garder un virus ou une bactérie plus ou moins endormie, plus ou moins en léthargie, pour la rendre moins forte, pour avoir une bonne réaction des anticorps. Ben, voilà, c'est tout ce qu'on met autour, les adjuvants, qui peuvent être responsables de ça. Et on sait par exemple, pour les anesthésiants, effectivement, que c'est toujours très long à évacuer. C'est pour ça qu'on préconise souvent de faire des cures de charbon ou, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu de clamat, spiruline ou de la chlorelle, etc. Ou simplement du jeûne aussi. Le jeûne est un bon moyen aussi d'évacuer un petit peu après avoir reçu des doses d'anesthésiant, surtout si c'est à répétition. Ok. Alors, Catherine qui rajoute, les traumatismes dus au sport comme boxe, rugby, parachutisme peuvent être… Alors, il y a un cas
Un cas très célèbre, c'est en boxe, hein. C'est le grand Cassius Clay, Mohamed Ali, hein, et qui lui est mort de ça, en fait, hein, de la maladie de Parkinson. Mais va savoir comment ils vivaient, ces gens-là. Hein, peut-être aussi à coup de stupéfiants, peut-être aussi à coup d'hormones, etc. Ils n'avaient pas forcément des vies, l'alcool, bien sûr. On sait bien tout ce qu'on met un peu comme alcool, beaucoup dans l'alcool, hein, beaucoup de soufre aussi, des colorants, etc., et du sucre. Bref, on ne contrôle pas tout. Je ne suis pas certain que ce soit le Parkinson soit d'origine mécanique. Voilà. Ok, bon. Est-ce que vous avez... Il y a l'alcool aussi, nous dit Catherine, qui peut être aussi un élément déclenchant. Oui, évidemment, de toute façon, l'alcool, entre autres, parmi tous les éléments déclencheurs, ça peut être aussi effectivement... Et ce n'est pas que l'alcool. Ça va Non, être... parce qu'effectivement, on peut trembler avec l'alcool, hein, mais ce n'est pas forcément Parkinson. Ouais. Ah tiens, j'ai une drôle de truc. C'est mon ex-mari qui a commencé à avoir des tremblements beaucoup plus importants à partir de sa deuxième injection du Covid. Du Covid, du vaccin plutôt. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça fait partie de tout ce qu'il y a dedans, hein. Le Vous vaccin. pouvez regarder, vous pouvez facilement regarder la composition quand vous allez vous faire piquer la composition, mais il n'y a pas la moitié de ce qu'il y a dedans, hein, parce que le reste est des quantités tellement infimes qu'ils ne vous en parlent pas. Et pourquoi il y a autant d'effets secondaires qu'on essaye d'étouffer un petit peu? Alors, voilà, c'est secret défense, comme on peut dire, hein. Bien sûr, ils ne vont pas vous l'indiquer, mais s'il y a autant d'effets secondaires, c'est que bien il y a quelque chose de plus que ce qu'on veut bien dire. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions à nous poser à nouveau? Donc Catherine, Isabelle, je ne sais pas, il y a Elisabeth, quelqu'un qui s'appelle Bourg, je ne sais pas qui c'est, mais bon voilà. Est-ce que Cathy. c'est Cathy? D'accord, donc Cathy, Isabelle, Elisabeth ou Catherine, vous voulez aussi à nouveau intervenir, poser une question ou tout est OK? Si tout est OK, à ce moment-là, je vous invite à mettre un petit pouce en cliquant sur les réactions. Et à ce moment-là, on vous dira au revoir. OK, bien. Bon, bah alors si tout le monde est OK, Merci à vous aussi, merci à tout le monde d'avoir bien voulu écouter et partager ce moment. OK, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour l'hypothyroïdie avec Enora Conan, qui est thérapeute en Ayurveda et qui est spécialisée dans les problèmes de la thyroïde. Donc, à bientôt, donc à mercredi prochain, 20h, même lien. À bientôt.